Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire la vidéo numéro 3 de notre cours de Megasquirt. Cours de tuning, cours d'installation, cours de tout ce que vous voulez. Alors si vous tombez sur cette vidéo, je vous conseille avant de me poser des questions dans les commentaires en bas de la vidéo, de regarder la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2 et toutes les vidéos de ma chaîne concernant la Megasquirt et concernant ma MX5, parce que sur les vidéos de ma MX5, j'explique beaucoup de choses sur la Megasquirt, comment faire le calage de la Megasquirt et toutes sortes de choses qui sont très intéressantes si vous voulez faire de la Megasquirt. Donc allez regarder ces vidéos en priorité et ensuite mettez des commentaires dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous aiderai du mieux que je le peux à comprendre comment fonctionne une Megasquirt. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler du câblage d'une Megasquirt. Alors, je vais vous mettre une image de câblage de Megasquirt. Là. C'est la Megasquirt 3, donc on va s'occuper du connecteur principal en priorité, que ce soit le connecteur principal ou que ce soit les connecteurs de la MS3X, ce sera la même chose. Ce sera la même chose sur Megasquirt 2, ce sera la même chose sur Megasquirt 1, ce sera la même chose quasiment sur Microsquirt, ce sera quasiment la même chose sur MS3 Pro. Les concepts sont les mêmes, un capteur c'est un capteur. On le câble plus ou moins de la même manière sur toutes les gestions moteurs. C'est même valable certainement pour toutes les autres marques de gestion moteur programmable. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va mettre la caméra un peu plus en direction du tableau et on va voir ensemble quels sont les différents types de capteurs, comment les câbler. La prochaine fois, on fera les injecteurs, on fera les bobines d'allumage, parce que certains d'entre vous ont un peu des difficultés avec les bobines d'allumage, module, pas de module, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous ferai une petite explication la prochaine fois concernant les bobines d'allumage et les injecteurs. Nous voici un peu plus près du tableau. Aujourd'hui, on va voir quoi? Les capteurs de position et tous les autres types de capteurs qui vont rentrer et donner des informations à la Megasquirt. Donc, le premier capteur, le plus important, c'est le capteur de position du vilebrequin. Le capteur de position du vilebrequin, il y a plusieurs méthodes pour donner le signal de la rotation du moteur à la Megasquirt. Aujourd'hui, on va traiter de deux des principaux capteurs qui donnent des signaux haute résolution. Donc avec une cible, avec beaucoup de dents, pour que la Megasquirt sache exactement quelle est la position angulaire du vilebrequin. Donc on va traiter du capteur variable réluctance et du capteur à effet Hall. Avant de continuer, je vais vous mettre la photo d'un capteur ici, variable réluctance. Et maintenant je vais vous mettre la photo d'un capteur à effet Hall. Et encore un autre pour la route, parce que les deux capteurs à effet Hall sont un peu différents. Je vous mets le deuxième. Et vous verrez par la suite, je vous expliquerai la différence entre les deux capteurs. Alors maintenant, un capteur de position du vilebrequin, qu'est-ce que c'est? On va faire en raccourci, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire 36 dents. Je vais vous faire une cible 4 dents. Alors ici, on a une cible avec 4 dents. 1, 2, 3, 4. Alors imaginez-vous que cette cible-là, elle est fixée ici sur votre vilebrequin. Ok. Et on va y mettre ici un capteur. Voilà. Donc, le capteur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien utiliser sur le vilebrequin? Alors imaginez-vous, ça c'est une cible, n'importe quoi, 12 dents, 36 dents, 6 dents, 8 dents, enfin tout ce qui est, tout ce que supporte la Megasquirt en termes de cible, même 4 dents, ça marche aussi. Hein. Donc voilà, donc ici il nous faut un capteur de position. On va regarder sur le schéma de la Megasquirt ici, vous allez voir donc l'entrée capteur de position. Alors sur le capteur de position, il y a en général 2 à 3 fils.
Sur un capteur de type variable réluctance, VR. Le capteur de type variable réluctance, c'est un capteur, sur les modèles Peugeot par exemple, ou Renault, c'est utilisé d'origine par les grands constructeurs, c'est utilisé partout, hein. Variable réluctance. Le capteur variable réluctance est un capteur qui est il y a un bobinage à l'intérieur, il y a souvent une petite étau qui dépasse en dessous du capteur, là, comme ça, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc un variable réluctance aura souvent un petit étau métallique ici en dessous, et 3 fils. Donc 2 ou 3 fils. Donc 1, 2. Le troisième, c'est un blindage. Donc souvent, les 3 fils, vous en avez 2 qui sont le positif et le négatif du signal, et le troisième, ce sera le blindage. Donc, vous avez, hop, 2 fils, plus, moins, positif, négatif capteur, et blindage. Donc, si vous regardez sur votre schéma de Megasquirt, et bien vous câblez, hein, comme c'est indiqué, positif, négatif et blindage. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions de câbler un capteur variable réluctance. Alors sur certains capteurs VR, variable réluctance, non, vous n'avez pas forcément de blindage ici. Ok? Donc vous n'avez pas forcément de blindage sur un capteur variable réluctance. Donc des fois il n'y a que 2 fils. Alors quand il n'y a que 2 fils, plus moins. C'est très important de savoir comment fonctionne un capteur variable réluctance, parce qu'un capteur variable réluctance peut être inversé au niveau de la polarité, et alors ça pose des problèmes de détection des dents au niveau de la Megasquirt. Donc il faut impérativement câbler le capteur variable réluctance correctement avec votre Megasquirt pour que cela fonctionne correctement. Voilà. Donc maintenant on a vu le câblage du capteur variable réluctance. Rien de compliqué, hein. Masse plus moins. Terminé, ça devrait fonctionner. Votre capteur variable réluctance devrait faire le boulot. Alors, on va passer au capteur à effet Hall. Alors, je vais juste vous rajouter encore une dernière précision. Le capteur variable réluctance, c'est un capteur qui, avec la rotation des dents, donc à chaque fois que la dent va passer ici, devant le capteur, va produire un signal électrique. Ce sera de l'ordre de quelques millivolts. Et quand vous avez par exemple une cible 62 sur les Peugeot, 60 dents avec 2 dents manquantes sur les Peugeot, quand vous êtes à 7-8 000 tours minute, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de volts qui sortent ici du capteur. Avec très peu d'intensité, mais le voltage est très élevé. Les capteurs variables de réluctance pour ce type d'utilisation, donc pour le voltage très élevé qu'il en sort à haut régime, sur des moteurs qui tournent très très vite. Donc si vous passez les 6500 tours allègrement, n'utilisez pas de capteur variable réluctance, ça marchera pas fantastiquement bien. Enfin, ça marche, hein, mais préférez-leur des capteurs à effet Hall, ce sera bien plus facile à travailler avec. Voilà, enfin ça c'est mon expérience personnelle des capteurs variable réluctance. Honnêtement, j'en ai fait plusieurs et j'ai toujours eu que des problèmes avec les capteurs variable réluctance. Voilà. Alors, maintenant on va passer au deuxième type de capteur, qui est le capteur à effet Hall. Alors je vais essayer d'effacer qu'une seule partie. Alors maintenant, le capteur à effet Hall. Sachez que la plupart des Arbacam, capteurs d'Arbacam, sont des capteurs à effet Hall. Voilà, la plupart. Enfin, j'en ai jamais vu qui étaient des capteurs variable réluctance. Si vous en connaissez, dites-le moi, je suis intéressé de savoir. Hein. Mais moi, je n'en ai jamais vu, j'ai toujours vu des capteurs à effet Hall. Donc, un capteur à effet Hall. On va le mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un capteur à effet Hall? Eh bien, il y a un système à l'intérieur qui, lorsque la dent va passer devant le capteur, là, eh bien, le capteur a un transistor à l'intérieur. Il a un transistor à l'intérieur, et ce transistor va switcher à la masse. C'est-à-dire, c'est un transistor, quand il n'y a pas de dent, eh bien, il ne laisse pas passer le courant, et quand il y a une dent,
il va laisser passer le courant. Donc, capteur à effet Hall, HA2L. Capteur à effet Hall. La majeure partie des capteurs à effet Hall ont 3 fils. 1, 2, 3. Alors, les capteurs à effet Hall se câblent de la manière suivante. Le premier, c'est la masse. Le deuxième, c'est une alimentation pour faire fonctionner le transistor, pour faire fonctionner le capteur, hein, tout simplement. Donc ce sera entre 5 volts à 12 volts. Voilà. Donc ok, je viens de remarquer que l'on ne voyait pas trop bien le haut du tableau, donc je vous ai bougé un peu la caméra. Donc la masse, du 5 volts à 12 volts, donc l'alimentation du capteur à effet Hall. La masse, 5 à 12 volts, c'est pour l'alimentation du capteur. Et le dernier fil, alors ne pas se tromper. Le dernier fil, il n'y a pas de sortie. C'est juste un switch à la masse. Switch. Le capteur à effet Hall, en fait, à chaque fois qu'une dent passe devant, eh bien, il va mettre le troisième fil, donc le fil de signal, voilà, il va le mettre à la masse. Donc, quand il n'y a pas de dent, il n'y a pas de courant qui passe, et quand il y a une dent, eh bien, ça switch à la masse. Donc, comment on fait pour utiliser ça avec une Megasquirt? Eh bien, vous branchez ici la masse, ici, ça peut être 5 volts, 12 volts, de 5 à 12 volts. Donc en règle générale, on met soit du 5 volts, soit du 12 volts. Généralement, c'est du 12 volts comme les capteurs sont prévus pour fonctionner avec du courant automobile, hein, donc c'est souvent du 12 volts. Donc vous alimentez là-bas en 12 volts, et ensuite, votre capteur à effet Hall va fonctionner sans aucun problème. Va faire switcher à la masse le dernier fil à chaque passage d'une dent. Donc maintenant qu'on a vu que le capteur à effet Hall switch à la masse, vous allez me dire mais la Megasquirt, il lui faut un signal pour pouvoir fonctionner. Et oui, donc on va utiliser ce qu'on appelle une résistance pull-up. Donc une résistance R pull hop. Retenez bien ce principe de résistance pull-up parce que ça va être très souvent utilisé dans les Megasquirt. Une résistance pull-up, ça fait beaucoup de choses dans une Megasquirt parce que le microcontrôleur, lui, il veut voir des signaux 5 volts rentrer dans son micro, dans ses pattes. Je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 1, la Megasquirt c'est un microcontrôleur, il faut lui envoyer des signaux pour qu'il puisse faire son travail. Donc pour pouvoir faire son travail, il veut des signaux 5 volts qui vont lui être envoyés, qu'il puisse décoder et qu'il puisse se servir pour faire exécuter son programme qu'il a à l'intérieur. Parce qu'un microcontrôleur, il a été programmé par des êtres humains. Ce sont les ingénieurs de chez Megasquirt qui ont programmé la Megasquirt, et donc il veut avoir ces signaux 5 volts pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ici, on est dans un cas particulier, parce que avec un capteur à effet Hall sur une Megasquirt, pour l'entrée de capteurs de Villebrequin, hein, eh bien, on peut utiliser une résistance pull-up 12 volts, parce que ici, donc, on peut utiliser une résistance pull-up 12 volts, parce qu'il y a un circuit de conditionnement à l'entrée de la Megasquirt qui est capable de supporter des centaines de volts à cause des capteurs variable réluctance dont on a parlé juste avant. Donc là, on peut mettre sans aucun problème une résistance pull-up 12 volts. Et une fois qu'on a mis cette résistance pull-up en place, ça se passe comme ça. Donc vous prenez du 12 volts, ici, vous mettez une résistance, et vous allez tout simplement la connecter sur le fil ici, là,
qui sort de votre capteur à effet Hall. Ok. Et là, vous allez brancher ce fil dans le positif d'entrée de votre Megasquirt. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous y connaissez un petit peu en électricité, vous allez comprendre très rapidement à quoi sert la résistance pull-up, vous le savez très certainement déjà. Eh bien, quand il n'y a pas de dent en face du capteur, le 12 volts ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver là, il va rentrer dans le fil et il va aller à la Megasquirt. Donc la Megasquirt verra un signal d'entrée, donc un signal d'entrée 12 volts. Ok. Maintenant, quand on va switcher à la masse, quand le capteur à effet Hall va voir une dent passer devant, il va switcher ce fil à la masse. Donc il va relier ce fil à la masse là. Le courant, c'est une loi, hein, c'est une loi sur l'électricité. Le courant passe toujours dans la direction où il rencontre le moins de résistance. Il faut savoir que le circuit interne de la Megasquirt, où on a relié ce fil de commande ici, donc ce circuit interne de commande a une impédance élevée. Donc ça veut dire qu'il a une résistance interne au passage du courant élevée. Donc ici on aura une très forte résistance au passage du courant. Donc si la résistance pull-up envoie du courant ici et qu'il n'y a pas de dent, eh bien le courant va aller là, donc là où il peut passer, mais avec difficulté. Et si on passe une dent devant notre capteur là, eh bien le courant, lui, il va choisir d'aller où c'est le plus facile. Et où c'est le plus facile, c'est où? Eh bien il va choisir d'aller directement à la masse ici. Comme il va choisir d'aller directement à la masse, eh bien il n'y aura plus de courant qui va aller à la Megasquirt. Et comme il n'y aura plus de courant qui va aller à la Megasquirt, eh bien la tension va chuter. Et on aura 0 volts. Ok? 0 volts. Là c'est 12 volts, là c'est 0 volts. Quand la dent sera passée, la dent elle est là. Quand la dent sera passée, eh bien le capteur va de nouveau arrêter de switcher à la masse. Et le 12 volts va remonter à 12 volts. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un signal 12 volts alternatif, donc entre 0 et 12 volts, qui va faire un coup quand il n'y a pas de capteur, quand il n'y a pas de dent devant le capteur, ben ce sera 12 volts, ensuite 0 volts quand il y aura une dent, ensuite 12 volts quand il y aura nouveau plus de dents, ensuite 0 volts quand il y aura une nouvelle dent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà comment on câble une résistance pull-up sur une Megasquirt pour avoir un signal carré, parce que ça s'appelle un signal carré, hein, ça fait un signal carré comme ça. Et bien, donc ce signal-là, et ben ce sera le signal, lorsque les dents vont tourner, que va décoder la Megasquirt pour pouvoir déjà savoir à quelle position vous êtes de la rotation du vilebrequin et la vitesse de rotation, parce qu'à la Megasquirt on va lui indiquer le nombre de dents qu'a la cible, et comme généralement il y a une dent manquante, donc comme il y a une dent manquante ici, eh bien on se retrouve avec 3 dents, donc 3 fois des dents, une qui ne passe pas, et la Megasquirt sait pertinemment que quand elle voit 1, 2, 3, un trou, et bien là on aura le point mort qui sera pas loin. Donc elle saura en permanence où est la position du vilebrequin, et grâce à ce capteur, la Megasquirt saura injecter et saura faire une étincelle au bon moment, selon ce qu'elle aura compris de la position du vilebrequin. Alors maintenant, je vous ai expliqué le capteur à effet Hall, alors HA2L1, le capteur à effet Hall avec résistance pull-up. Je vais vous mettre une photo ici d'un capteur à effet Hall avec une résistance pull-up. Si vous regardez bien à côté, vous avez un petit fil avec une résistance dedans. C'est une résistance pull-up qui est inclue avec ce capteur. Donc elle sera parfaite pour faire ce montage. Et maintenant je vais vous parler d'un autre capteur de type effet Hall, mais qui lui, au lieu d'avoir une résistance pull-up externe, a une résistance pull-up interne. Donc c'est exactement le même fonctionnement, sauf qu'au lieu
de mettre du 12 volts ici et une résistance pull-up, et ben on enlève tout ça là. Ok. Et ce qui va se passer, et ben c'est qu'il y aura une résistance pull-up. Je vais vite effacer ça là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Hop. Et ben on va prendre ici le 5 volts en interne dans le capteur. Donc à l'intérieur du capteur, on va prendre en interne ici, hop, et on va mettre une résistance en interne sur la sortie. Donc on n'aura pas besoin de mettre une résistance pull-up externe puisqu'elle sera interne dans le capteur. Alors les capteurs à effet Hall à résistance interne, donc à résistance interne incorporée, la résistance pull-up, donc la sortie ici du signal, dépendra du voltage d'alimentation ici. Donc si vous l'alimentez en 5 volts, le signal de sortie eh bien, sera un signal 5 volts. Et si vous l'alimentez en 12 volts, eh bien, le signal de sortie sera un signal 12 volts, tout simplement. Je vous remets une photo de ce capteur à type résistance pull-up interne. Voilà, ici à l'écran. Voilà qui est fait. Donc vous avez vu maintenant les trois principaux types de capteurs que l'on peut utiliser avec une méga squirt et une cible dentée pour pouvoir faire les signaux du vilebrequin. Donc sachez que dans la majeure partie des systèmes d'allumage où l'on peut, comment dire, que l'on peut utiliser pour faire le signal d'allumage avec une méga squirt, la majeure partie ce sont aussi des capteurs à effet Hall à l'intérieur, et l'autre partie qui seront des cibles dentées, comme sur les Peugeot par exemple, Peugeot 306, Peugeot, tout ce qui est Peugeot, hein, qui a un capteur dans le volant moteur, et ben ce sera du capteur VR, et les autres comme les allumeurs de Golf par exemple, c'est un capteur à effet Hall. Le CAS Mitsubishi CAS, si vous savez ce que c'est. Un des premiers capteurs qu'on va voir, c'est le TPS, Throttle Position Sensor. Alors TPS, capteur de position du papillon des gaz. Donc sur votre papillon des gaz, vous avez un capteur qui s'appelle capteur TPS. Alors sur les TPS, par le passé, il y avait, comme sur les 205 GTI par exemple, il y avait des TPS qui n'avaient que des switches à l'intérieur. Donc vous ne saviez absolument pas où était la position du papillon. On savait quand le papillon était fermé, on savait quand on accélérait à fond, on savait quand on était entre les deux. C'est tout ce qu'on savait. Hein. Sur les 205 GTI, il n'y avait pas grand chose à savoir. La gestion, de toute façon, c'était une gestion très très archaïque. Si je retrouve la photo, je vous mettrai une image de microcontrôleur de 205 GTI, vous allez voir le truc. C'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en microcontrôleur, c'est du vieux. Donc TPS, Throttle Position Sensor, et c'est quoi à l'intérieur? Eh bien c'est un potentiomètre. Pour ceux qui savent un petit peu en électronique, un potentiomètre, c'est un bouton que l'on tourne, et la résistance va varier à l'intérieur du potentiomètre, et on va pouvoir lire un signal. Donc comment ça fonctionne? Eh bien un TPS, ça fonctionne comme ça. Vous avez un fil qui rentre, deux fils qui rentrent, trois fils qui rentrent. En général, quand vous regardez un TPS, je vais essayer de vous mettre une photo là d'un TPS et de sa prise. Vous voyez, il y a trois pins. Le pin du milieu, le pin de droite, le pin de gauche. Et à l'intérieur, ça marche comme ça. Une flèche. Donc en fait, là, c'est l'axe du papillon. Et vous, ce que vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez foutre d'un côté de la masse. Ok. D'un côté, vous allez brancher une masse. De l'autre côté, vous allez mettre du 5 volts. Et ici, vous allez mettre le signal TPS de la méga squirt. Donc, je vous remets le schéma de câblage là. Donc ici, le troisième pin du milieu, vous l'envoyez dans le TPS. Et voilà, c'est tout. Ça fait le boulot.
Parce que là, votre méga squirt, elle a un pin 5 volts. Donc vous récupérez le pin 5 volts qui sort de votre méga squirt. Vous allez le brancher d'un côté sur votre méga squirt. De l'autre côté, vous branchez la masse. Ici, vous rentrez dans le TPS. Donc quand ça va varier là, et bien en fait, on va envoyer là un courant qui va varier entre 0 et 5 volts par exemple. Hein. C'est pas 0,5 volts, hein, mais disons, juste pour vous donner une image, on va avoir un courant qui va varier, un coup c'est 1 volt, un coup c'est 3 volts, un coup c'est 5 volts, ce sera selon la position du papillon, donc plus vous accélérez, moins vous accélérez, et il faudra calibrer la position du papillon dans l'endroit que je vous avais montré dans la vidéo de prise en main Tuner Studio. Il faudra calibrer la position du TPS, donc TPS Throttle Position Sensor, donc capteur de position du papillon, ok. Donc il faudra calibrer la position du TPS, donc vous calibrez la position relâchée et la position pleine charge, et la méga squirt va se charger entre ces deux positions, et bien de dire que là on est à 5%, là on est à 20%, là on est à 50%, et là on est à 100%, voilà. Donc rien de spécial, hein. TPS, 5 volts, signal du TPS, donc vous prenez le pin du milieu et une masse de l'autre côté, terminé. Si le signal est inversé, c'est pas trop grave. Parfois, si vous avez trop de bruit, donc s'il y a trop de parasites dans l'entrée du TPS, vous avez du mal à tuner l'enrichissement à l'accélération. Donc quand vous avez du mal à tuner l'enrichissement à l'accélération, eh bien il faut parfois changer de TPS, parce que certains sont un peu pourris et font beaucoup de bruit, ou alors il faut parfois permuter la masse, le 5 volts, et jouer avec le câblage de votre TPS pour améliorer le bruit sur le signal donc de votre TPS. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois quand on tunera l'enrichissement à l'accélération sur Tuner Studio avec un modèle en direct. Voilà. Donc, c'est fini pour le TPS. Maintenant, on va parler d'un capteur. Peu importe. Allez, capteur de pression du collecteur d'admission. MAP. Alors le capteur MAP, c'est Manifold Pressure. Voilà, pression du collecteur d'admission. Le capteur MAP, c'est pas compliqué, c'est pareil. Si vous avez un capteur MAP extérieur, vous aurez 3 fils. Un, ce sera le signal de commande, un, ce sera du 5 volts, et un, ce sera la masse. Alors c'est pas compliqué, hein. Là, vous mettez TPS sur l'entrée, MAP sur l'entrée MAP, parce que ça c'est pour ceux qui ont une MS3 par exemple, MAP sur l'entrée MAP, et ensuite vous mettez ici, donc où il faut mettre la masse, vous mettez la masse, et là, et bien sur le dernier fil vous mettez du 5 volts, et vous devez, quand vous achetez un TPS, vous assurer de savoir quel fil est quoi. Parce que si vous le branchez pas correctement, ben, au mieux il fonctionne pas, au pire vous le grillez. Voilà. Donc le capteur MAP, je vous mets un capteur MAP de type General Motor à l'image. C'est un capteur General Motor 3 bars, donc pour la suralimentation 2 bars ça va. Vous en avez aussi qui font 4 bars, donc pour la suralimentation 3 bars. Parce que quand vous dites un capteur MAP 3 bars, eh bien ce n'est pas 3 bars de pression de turbo, c'est 3 bars comparé à la pression absolue. Donc la pression absolue c'est 0. Comme vous le savez tous, ici on a la pression atmosphérique. La pression atmosphérique oscille aux alentours de 1 bar. Ok. Kilopascal. Vous dites quelque chose de la météo? Les bonnes femmes qui font la météo, elles disent ouais il fait tant de kilopascal, quand il fait beau, quand il pleut, ainsi de suite. On va dire 100 kilopascal. Et quand on est à 3 bars, eh ben, ça veut dire que le capteur fait 300 kPa, 300 kPa. Et quand il fait 300 kPa, eh ben, on soustrait les 100 kPa de la pression atmosphérique, ça nous en laisse 200. Et comme on a 200 kPa qui restent, eh bien, si on a un turbo, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une MAP 3 bars qui pourra supporter 2 bars de suralimentation. Donc 2 barres de suralimentation, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a beaucoup de montages qui vont pas à 2 bars.
Voilà, donc capteur map, on vient d'en faire plus ou moins le tour. On va passer au suivant, on va faire le capteur de température d'air d'admission. Alors maintenant, capteur de température d'air d'admission, ça fonctionne comment? Je vais vous en mettre un à l'écran là. Celui-ci, c'est un capteur General Motors. Alors je vous conseille de ne pas en utiliser d'autres. Parce que pour mesurer un capteur de température avec le multimètre et prendre des mesures de température pour pouvoir faire une courbe en 3 points, parce qu'on peut mesurer un capteur, on met le capteur dans un capteur de température de liquide de refroidissement. On met le capteur dans de la flotte. On la prend à 20 degrés température ambiante et on mesure la résistance, on note. Ensuite, dans un capteur de température d'eau toujours, on fout la flotte à 50 degrés. À 50 degrés, on mesure la résistance et ensuite on la note. Ensuite, on met l'eau à 100 degrés. À 100 degrés, on mesure la résistance qui sort du capteur et on la note. Et avec ces 3 résistances que l'on a notées et avec les 3 températures, eh bien on peut faire une calibration de sonde de température 3 points. Sauf que avec un capteur de température d'air d'admission, on ne peut décemment pas mesurer la température de l'air et la résistance du capteur. Parce que qui vous dit que l'air qui va toucher le capteur va être à la température que vous êtes en train de mesurer? Ça va pas, avec un équipement scientifique assez poussé et un montage très compliqué, vous n'y arrivez pas. Donc oubliez les autres capteurs de température d'origine, alors à moins que vous arrivez à trouver la courbe de réponse comparée à la résistance du capteur d'origine du constructeur. Donc ça va, vous pouvez la mettre dans Tuner Studio. Mais si vous n'arrivez pas à trouver la courbe, oubliez le capteur d'origine et mettez un capteur General Motors, parce que le capteur General Motors, la Megasquirt le connaît, elle a la courbe de calibration incorporée donc dans Tuner Studio, et donc vous n'allez pas galérer avec ça. Tout simplement. Donc ça fonctionne comment? Capteur de température. Eh ben, il y a 2 fils comme ça. Il y a le connecteur qui est là. Il y a l'écrou qui est là. Il y a le filetage qui est là. Et après il y a un truc qui sort là. Ok. Et bien là, il y a plein de trous. Et à l'intérieur de ces trous, il y a l'élément qui permet de mesurer la température. Et comme cet élément qui permet de mesurer la température est à l'air libre ici, à l'intérieur de ce petit sboob là, comme il est à l'air libre, et bien la réponse en termes de variation de la résistance est ultra rapide. Donc elle est très très rapide. Si vous prenez le capteur à la main comme ça et vous soufflez dessus, et bien vous verrez que la résistance aux bornes du capteur commence déjà à varier. C'est très très rapide. C'est pour ça que le capteur de température de collecteur d'admission à réaction rapide General Motors est le meilleur capteur à utiliser quand vous faites un montage turbo. N'en utilisez pas d'autres, hein. Honnêtement vous allez galérer si vous ne mettez pas celui-là. Ou alors trouvez-en un qui est déjà dans Tuner Studio. Je crois qu'il y en a quelques-uns, mais celui qui est le plus facile à trouver et qui fonctionne très bien, eh ben, c'est celui-ci, General Motors. Vous verrez que tout le monde l'utilise. Toutes les gestions programmables que j'ai vues étaient quasiment avec ce capteur. Donc oubliez les autres capteurs. Pour la température d'air d'admission, vous mettez un comme ça. Et maintenant, comment le câbler? Eh ben c'est tout simple. Un capteur, ça n'a pas de sens de câblage. C'est une résistance ici à l'intérieur. Donc ici, on peut le câbler n'importe comment. Alors, vous devez le câbler comment? Eh bien, un côté, vous allez sur une des masses qui va à la Megasquirt. Bon, je vais vous remettre ici un schéma. Alors si vous voyez, il y a plein de masses qui sortent de la Megasquirt. Câblez toutes les masses sur le bloc moteur. Et veillez à ce que votre bloc moteur soit relié avec une grosse tresse de masse directement au châssis. C'est très très important. Toujours qu'il y ait une tresse de masse du bloc moteur sur le châssis et toujours câbler toutes les sorties de masse de la Megasquirt directement sur le bloc moteur. Parce que toute l'intensité qui va circuler à travers la Megasquirt doit retourner au bloc moteur et passer par toutes les sorties disponibles.
Donc câblez tous les fils de masse qui sortent de la Megasquirt, sans exception. Voilà. Ensuite, une fois que on a notre capteur, et bien ici, on va mettre la masse. Ok, on va câbler un des côtés à la masse, et tout simplement, l'autre côté, on va le brancher sur notre entrée, où il y a marqué map, pas map, qu'est-ce que je raconte, IAT. IAT, Intake Air Temperature. Intake Air Temperature. Collecteur Air Temperature. Voilà, IAT, température du collecteur d'air, du collecteur d'admission. Donc ça, c'est très important, il faut le mettre, surtout quand vous avez un montage turbo. Ça permet de connaître la température d'air d'admission et de calculer pour les algorithmes tout ce qui concerne l'injection de carburant, parce qu'en fonction de la température d'air, eh bien la densité de l'air change, et comme la densité de l'air change, la Megasquirt doit savoir pour pouvoir modifier la quantité de carburant qu'elle injecte dans le moteur. Elle doit aussi savoir la température d'air d'admission pour protéger, par exemple, on a une option qui permet de retarder l'avance à l'allumage en fonction de la température d'air d'admission. Quand vous avez un turbo, l'air d'admission chauffe beaucoup, et si l'air devient trop chaud, il vaut mieux enlever un peu d'avance à l'allumage pour éviter la détonation et ainsi la destruction de votre moteur. Voilà, donc IAT. Alors maintenant, on va passer à une sonde de température standard pour le liquide de refroidissement. Maintenant, une sonde de température standard, et bien c'est pareil, on a le connecteur, hop hop, on a l'écrou, hop, on a le filetage, et on a le truc qui sort là, le téton qui sort, et en fait, on a deux connecteurs, et bien c'est la même chose, là c'est l'écrou. Donc en fait, ici, dans notre sonde de température, eh bien il y a un élément ici à l'intérieur qui mesure la température, mais comme c'est en contact du liquide de refroidissement, eh bien on est obligé de l'encapsuler dans une partie métallique, ce qui fait que la température met beaucoup plus de temps à varier qu'une sonde de température d'air, parce que ici, notre élément qui va mesurer la température est encapsulé dans une partie métallique. On y reviendra après, je vais encore vous parler de EGT, non, exhaust gaz température, donc la température des gaz d'échappement. Et on arrêtera là pour les capteurs après avoir vu le capteur large bande. La sonde lambda large bande. Ok, donc voilà. Donc pour câbler ça, c'est pareil. Une masse directement sur le bloc moteur. Et vous rentrez dans la Megasquirt avec l'autre fil sur la température d'eau, entrée coulante temp, je crois que c'est coulante temp, et température de liquide de refroidissement, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une sonde de température, du microcontrôleur. Alors à l'intérieur d'une Megasquirt, comment ça va fonctionner ça? C'est important de le savoir parce que si vous voulez rajouter des sondes de température extérieure, vous allez devoir faire quelques petites modifications vous-même. Et pour pouvoir les modifier, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, vous allez devoir recréer le circuit interne donc, dans la Megasquirt, okay, pour pouvoir brancher un capteur de température d'huile par exemple, parce que là on parle de température de liquide de refroidissement, mais si vous voulez brancher un capteur de température d'huile, il va falloir reproduire le circuit à l'intérieur de la Megasquirt, et le circuit à l'intérieur de la Megasquirt, eh bien il fonctionne comme ça. À l'intérieur de la Megasquirt, il y a ici du 5 volts, une résistance, on sort de la résistance et on va se brancher ici. Et là, on va aller en direction du microcontrôleur. Ce n'est pas une résistance pull-up. Le schéma que l'on vient de faire ici s'appelle
un diviseur de tension résistif. Pourquoi ça s'appelle un diviseur de tension résistif? Parce que une sonde de température est une résistance variable. Donc ça, entre là et là, eh bien c'est une résistance variable. Et nous, notre 5 volts ici, on lui a mis une résistance d'entrée. La valeur des résistances est inscrite dans le mode d'emploi de la Megasquirt, donc il faut aller chercher la valeur de la résistance. Je ne la connais pas par cœur. Hein. Donc ici, on va avoir du 5 volts, une résistance. On va venir ici et ensuite on va aller dans le capteur de température. Parce que bien souvent, le capteur de température d'eau peut être aussi utilisé pour la température d'huile parce qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Beaucoup de capteurs de température d'eau sont aussi des capteurs de température d'huile et ils sont interchangeables. Alors voilà. Quel est le principe? Quel est le principe de ce diviseur de tension résistif? Eh bien c'est tout simple. On envoie du 5 volts là. Ici, on a une deuxième résistance. Et ici, on a ce qu'on a, un courant qui sort. Eh bien en fait, c'est pas compliqué. Quand on fait varier la résistance du capteur avec la température, eh bien en fait, ça fait varier la valeur du courant qui sort ici. Parce que un diviseur de tension, eh bien si maintenant j'ai une résistance 10K, 10 kilo ohms, 10 000 ohms, 10 000 ohms, 10K, 10 000 ohms, et que le capteur, lui, ici, fait 10K, 10 000 ohms, ok, ici, 10 000 ohms, et bien le courant qui sortira ici, et bien sera, là 10K, 5 volts, ben ça fera divisé par 2, ça fera 2,5 volts. Ok. Et selon la résistance qu'il y aura là, eh bien la tension ici va varier là. Et comme on connaît les constantes, donc la résistance ici, et qu'on a calibré la sonde de température dans Tuner Studio, eh bien le microcontrôleur, lui, va savoir, en fonction de la tension qu'il va recevoir, eh bien il va savoir que la température est de temps ou que la température est de temps. Tout simple. Hein. Diviseur de tension résistif, tension envoyée au microcontrôleur, donc le microcontrôleur saura la température grâce à ce diviseur de tension résistif. Donc si vous voulez mettre des sondes de température extérieure autres, il vous faudra reproduire cette partie du circuit et vous allez sortir là et brancher ça dans un des pins d'entrée analogique, parce qu'à l'intérieur du pin il y a un convertisseur analogique numérique qui va convertir la tension qu'on va lui envoyer en signal numérique qui pourra être traité par le programme de la Megasquirt. Donc sur un pin, sur une entrée analogique de Megasquirt, on peut mettre un petit diviseur de tension avec un capteur de température et alors on aura la lecture de n'importe quelle température. Gardez toujours ce concept de diviseur de tension et ce concept d'entrée analogique, parce que sur la Megasquirt, il y a deux types d'entrée, entrée analogique, entrée numérique. L'entrée analogique est capable de lire un voltage, et l'entrée numérique est capable de lire un signal hertzien, donc des 0 et des 1. Des 0 et des 1 en signal hertzien, ça se traduit comment? Eh bien, le signal sera une fois à 5 volts, une fois à 0 volts, une fois à 5 volts, une fois à 0 volts. Les entrées numériques peuvent servir pour des switches. Une switch, c'est simple, hein. Allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint, 0, 1, 0, 1. La Megasquirt arrive à comprendre. Ou pour des capteurs comme un capteur FlexFuel. Le capteur FlexFuel est un capteur qui envoie des signaux hertziens, donc une fréquence hertzienne. Okay. Et la fréquence hertzienne du capteur FlexFuel va être décodée par la Megasquirt. Donc voilà. Voilà, vous avez à peu près toutes les explications des capteurs. Sachez que pour le TPS, c'est la même chose. Pour le capteur de température d'air, c'est la même chose.
Et pour le capteur de position, ça n'a rien à voir. Pour le capteur de position, c'est une entrée numérique, donc qui fait des 0 et des 1. C'est pour ça qu'il y a un signal un conditionneur à l'entrée de la Megasquirt pour transformer les capteurs variable réluctance en signal numérique, donc 0,1, 0,1, 0,1, qui nous donnera des informations que le microcontrôleur de la Megasquirt va pouvoir comprendre. Voilà. On va voir maintenant rapidement les EGT. Alors, exhaust gaz température. Je vais vous mettre une première image d'un EGT. EGT, exhaust gaz température, température des gaz d'échappement. Je vous mets une première image ici. Regardez bien le bout de la sonde EGT. Le bout, si vous regardez bien sur le bout, vous verrez il y a une toute petite boule qui va dépasser. Ce capteur est appelé un Open Tip Sensor. Donc pourquoi c'est Open Tip? Parce que l'élément qui mesure la température est à l'extérieur de la sonde. Donc ça se présente comme ça. Souvent elles sont coudées. Vous avez l'EGT et après vous avez une petite boule là au bout. Et après vous avez les fils qui vont sortir là. Et en fait, cette petite boule là, et bien c'est ça qui va faire la mesure de la température. Et maintenant je vais vous mettre une deuxième sonde EGT. Regardez ici. Regardez bien le bout. La deuxième sonde de température, eh bien elle est plate, on ne voit rien. Parce que ça s'appelle Closed Tip EGT. Donc ça, Closed Tip, eh bien c'est parce que l'élément qui mesure la température ici, eh bien est à l'intérieur de la pointe. Alors quelle est la différence entre une Open Tip et une Closed Tip? Il y a deux différences. L'Open Tip va avoir un temps de réaction très rapide, comme sur le capteur de température d'air, parce que l'élément de mesure sera directement en contact avec les gaz d'échappement brûlant, comparé à la Closed Tip qui est encapsulée. Donc la Closed Tip aura un temps de réponse beaucoup moins élevé. Alors c'est à vous de savoir laquelle des deux vous voulez utiliser sur votre montage. Si c'est juste pour faire la balance entre les cylindres, une Closed Tip à la sortie de la culasse, moi je dis que ça fait le boulot. Et une Open Tip, je la mettrai plus à l'entrée de la turbine du turbo pour pouvoir éviter de dépasser la température maximum de la turbine. Parce qu'il faut savoir que les turbines d'échappement au niveau des turbos ont des températures limites de fonctionnement. Par exemple sur les derniers Garrett, sur les G25 par exemple, ou la série G Garrett, eh bien la température de fonctionnement maximum admissible en continu de la turbine d'échappement, c'est 1051 degrés je crois. 1050. Donc si vous dépassez les 1050 degrés, eh bien la turbine côté échappement va fondre. Donc c'est pour ça qu'on utilise par exemple une Open Tip à la sortie, à l'entrée du turbo, pour savoir quelle est la température que le turbo va prendre, et pour éviter de le flinguer, tout simplement. Une Closed Tip, ça répondra moins rapidement. J'en mettrai plutôt, moi, des Closed Tip à la sortie directement de la culasse. À la sortie directement de la culasse, ce qui nous permettra de tuner chaque cylindre individuellement avec une Megasquirt 3 par exemple. Parce que quand on connaît la température des gaz d'échappement sur chaque cylindre, on sait que la combustion est identique sur chacun des cylindres, et on peut corriger l'avance à l'allumage, et on peut corriger l'injection sur chaque cylindre pour pouvoir avoir des températures de gaz d'échappement qui sont identiques sur chaque cylindre. C'est sur les turbos, sur les montages turbo ultra poussés. Si vous avez un 1,6 litre qui fait 600 ou 700 chevaux, je vous conseille de mettre des trucs comme ça. Parce que si vous n'avez pas de système pour vérifier ce qui se passe dans votre moteur, eh bien c'est cliquetis, c'est destruction de turbo, fonte de soupape, destruction de piston, destruction de turbo, voilà, un peu tout. Alors, maintenant, les pour et les contre. Pour, réaction rapide, réaction lente. Ok ?
les comptes, la sonde open tip est beaucoup plus fragile que la sonde closed tip. Donc la sonde closed tip, elle tiendra beaucoup mieux en température, hein, elle brûlera moins vite. Elle a une température de fusion qui est beaucoup plus élevée parce qu'elle est encapsulée dans de l'inox. Tandis que la open tip, là, elle va fondre dès que vous arrivez à la température maximum admissible pour la sonde. Terminée, elle va fondre. Donc, sachez ce que vous faites. Hein. Si vous n'êtes pas super bon en tuning, mettez des closed tip, ça vous évitera d'avoir du métal fondu qui passe à travers votre turbo. Voilà. Donc, pour faire fonctionner une EGT, exhaust gas température, et bien là, ici, c'est de l'ordre du millivolt qui sort. C'est très très petit hein, comme signal. Il faut un amplificateur. Il faut un amplificateur pour sonde EGT. Donc des amplificateurs, il y en a toutes les marques. Hein, j'en ai aussi, je vais vous les mettre en ligne, tiens, d'ailleurs. Des amplificateurs sonde EGT. Et ensuite vous branchez ça sur votre Megasquirt et il en sort un signal 0,5 volts. Donc quand c'est à 0 volts par exemple, c'est température 0, et quand c'est à 5 volts, et ben c'est la température maximum admissible par la sonde, ou plus, c'est genre 1100 degrés. Donc voilà, on a vu ce que c'était que les sondes EGT, exhaust gas température, avec le module d'amplification qui permet d'avoir un signal 0,5 volts que la Megasquirt peut lire sur son pin analogique. Donc il y a d'autres méthodes pour brancher des EGT. Je vais vous mettre une petite photo là à l'écran. Voilà, ça c'est un module EGT CAN bus. Donc on peut rajouter des modules EGT en CAN bus sur la Megasquirt 3. Donc on peut rajouter sur la Megasquirt 3 des EGT en CAN bus jusqu'à quasiment autant que vous en voulez. Si vous en voulez 8, 10, 12, 15, 16, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors maintenant on a vu les EGT, on va passer à la dernière chose que l'on va voir pour aujourd'hui, c'est le contrôleur de sonde lambda large bande. Qu'est-ce que c'est qu'une sonde lambda? Une sonde lambda, c'est une sonde que vous allez mettre dans votre pot d'échappement. Je vais vous mettre une petite photo ici. Voilà, donc une sonde lambda, ça se met dans le pot d'échappement, ça sert à mesurer la richesse du mélange. Hein. Basiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que après il y a tout un sort de débat sur les sondes lambda, le tuning en AFR, le tuning en lambda et ainsi de suite. Alors ceux qui disent oui, il faut tuner en AFR, machin chouette, ceux qui faut tuner en lambda, machin chouette, truc bidule, le lambda on s'en bat les couilles, tuner en AFR. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel, vous faites ce que vous voulez après tout, hein. C'est pas mon affaire. Moi, je tune en AFR, c'est bien plus parlant, et en plus, ça permet de savoir à peu près qu'est-ce qu'on raconte quand on parle de mélange riche et quand on parle de mélange pauvre. En plus, tous ceux qui vous diront que un lambda 0, c'est la même chose pour tous les carburants, certes, hein, je veux bien, sauf que pour faire tourner un moteur riche en AFR, et riche en lambda, et ben il n'y a pas de correspondance. Parce que si vous utilisez du bioéthanol et si vous utilisez du samplon 98, et ben riche au samplon 98 et riche au bioéthanol, ce ne sera pas le même lambda. Donc comme ce ne sera pas le même lambda, ce ne sera pas le même AFR, donc autant pas se casser la tête avec ces histoires de lambda AFR. Choisissez l'unité que vous voulez, le reste on s'en moque. Hein. Donc, maintenant, je vais en revenir à la sonde en elle-même. Alors pour faire bien le travail, la sonde lambda d'origine sur un véhicule, ça s'appelle une sonde lambda à bande étroite. Alors une sonde lambda à bande étroite, le signal qui sort d'une sonde lambda à bande étroite ressemble à peu près à ça. Ici on a un graphique, sur ce graphique on a ici l'AFR 14,7. Ici, c'est 9 d'AFR, 9 sur 1, 14,7 sur 1, et ici, c'est 22 sur 1, ok? Donc ça, c'est un graphique, là on a l'AFR, A, F, R, et ici on a le voltage, 1, 2, 3, 4, 5, donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, le voltage que va sortir
la sonde lambda et que va envoyer la sonde lambda dans notre Megasquirt pour savoir quelle est la FR donc, de votre moteur, donc quelle est la richesse de mélange. Alors ici c'est 14.7. Maintenant, avec une sonde lambda origine à bande étroite. Donc sachez que de plus en plus de véhicules utilisent des sondes lambda large bande, surtout les véhicules performants, parce que c'est la seule chose qui permet de tuner un moteur correctement, en ayant toute la puissance et en sachant exactement ce qu'il y a dans le moteur. Parce que si vous avez une bande étroite, vous allez rien comprendre, parce que ça fait que du 14.7, un peu plus, un peu moins. Je vais vous montrer. Une sonde lambda étroite, la sortie de la sonde lambda, ça ressemble à peu près à ça. Ok. Donc vous voyez la courbe, ici elle est tout en bas, ici elle est en haut. Et ça sort pas à 5 volts, hein, ça sort, je sais pas moi, 2 volts à peu près, 2 volts, 2 volts et demi, quelque chose dans ce goût-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme information avec une sonde lambda bande étroite? Eh bien, avec une sonde lambda bande étroite, on aura une information que sur la plage qui est de 14,7 sur 1 en AFR. 14,7 sur 1. Pour ceux qui veulent un lambda 0. Lambda 1. Lambda 1. 14,7 sur 1, lambda 1. Donc, carburation stoichiométrique. Au-dessus, on ne saura rien parce que la sonde est linéaire. En dessous, on ne saura rien parce que la sonde est linéaire. Donc en gros, une bande étroite, une sonde lambda à bande étroite, ça vous indique quasiment rien. Vous n'arrivez rien à savoir, sauf que le mélange est à peu près à 14,7 sur 1 ou un lambda 1. Voilà tout ce qui est tout simplement. Donc pourquoi on veut choisir une sonde lambda large bande? Parce que la sonde lambda large bande, avec un contrôleur de sonde lambda large bande, alors un contrôleur de sonde lambda large bande, c'est une bébête qui va transformer les informations d'une sonde lambda. Donc vous avez ici, allez, une sonde lambda. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, il y a un écrou, il y a le truc qui sort là en bas, tac tac, hop hop, et là il y a le fil. Hop, voilà. Ensuite ici on a une boîte qui est un contrôleur lambda. Et ce contrôleur va interpréter donc les données de notre sonde là, il va les interpréter et il va sortir un truc en 0,5 volts. 0,5 volts, n'oubliez pas, hein, toujours comme d'habitude, que la Megasquirt va pouvoir comprendre. Donc la Megasquirt, le contrôleur de sonde lambda large bande, eh ben, il va nous faire une courbe comme ça. On va partir de 9 ici là, et on va aller à 22 ici là, à 5 volts. Donc la courbe elle fera, je vulgarise hein, parce que c'est pas tout à fait ça, il y a un petit peu de déviation ici et là, mais en gros, ce sera une courbe linéaire. Ce sera une courbe linéaire entre 9 sur 1 d'AFR et 22 sur 1 d'AFR. Donc en fait, comme on sait que le contrôleur lambda a une courbe linéaire, d'ailleurs vous allez devoir calibrer ça dans Tuner Studio. Donc dans Tuner Studio, vous allez dans le menu calibration de la sonde lambda et vous choisissez votre marque de contrôleur. Moi j'utilise des 14.7, je vous mets une photo ici. Les Tech Edge, je trouve qu'ils sont très bons aussi. Le défaut de Tech Edge, c'est que ce ne sont pas que des contrôleurs lambda large band, ce sont aussi des dataloggers. Donc chez Tech Edge, ça fait des super bons contrôleurs de sonde lambda large band. Hein. Le seul problème, c'est qu'on les paye très cher parce qu'ils font aussi beaucoup d'options pour le datalog. Alors ça sert à quoi un contrôleur lambda avec datalog intégré? Eh ben, messieurs qui utilisaient des carburateurs double corps Weber, eh ben, avec un contrôleur lambda de marque Tech Edge par exemple, qui fait aussi du datalog, eh ben, on peut dataloguer la vitesse de rotation du moteur, le temps d'injection, le temps d'allumage, et les constantes moteurs, donc la température et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir régler les carburateurs. Parce qu'un carburateur, ça se règle aussi avec une sonde lambda large bande.
hein. Donc pour ceux qui veulent régler les carburateur à l'oreille, comme les mecs là sur le forum Facebook où j'étais avant, bah écoutez, vous réglez les carburateurs à l'oreille, vous écoutez, oh, le carbu va vous murmurer qu'il est trop riche ou trop pauvre. Non, non, ça marche pas comme ça les gars. Vous utilisez une sonde lambda large bande avec un contrôleur qui fait du datalog, et vous loguez les constantes de votre moteur au carburateur, et vous réglez les jets. Hein, vous réglez les jets, les buses, vous réglez la totale, pour que votre AFR soit tip top, même avec des carburateurs. Hein. Parce que vous savez peut-être pas faire, mais moi je sais. Donc, contrôleur lambda large bande, on va dire que c'est un 14.7. Hein. Voilà. 14.7. Hein. Je demande, donc autant vous dire que c'est un 14.7. Alors, c'est un 14.7. Lui, il va faire une courbe linéaire. Il va faire une courbe linéaire entre 0 et 5 volts. Et donc, en gros, comme on va calibrer la Megasquirt en 0,5 volts, eh bien, on saura que à 2 volts, l'AFR sera par exemple, là on est à 14.7, donc on va dire que ici c'est à 13. Voilà. Et on saura que à 4 volts, l'AFR c'est 16. Au hasard, hein. 16 sur 1. Voilà. Et donc à chaque voltage que nous donne le contrôleur de sonde lambda large bande, eh ben on aura l'information de l'AFR que va nous donner cette courbe de sortie du contrôleur large bande. Donc voilà, je vous ai tout expliqué sur les contrôleurs de sonde lambda large bande. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous ai expliqué donc plus ou moins tout ce qui était entrée vers la Megasquirt. On a vu tous les types. Sachez que les entrées de Megasquirt fonctionnent tous plus ou moins sur les mêmes principes. Donc vous avez toujours vu que c'est des signaux 0,5 volts et qu'ils sont soit analogiques. Donc un signal analogique, c'est un signal qui peut varier en intensité. Donc là, c'est le temps. Et là, dans notre graphique, eh ben, c'est 5 volts ici et c'est 0 volts là. 0,5 volts. Ça, c'est un signal analogique parce qu'il peut aller jusqu'à 5 volts ou alors stagner à 2 volts, monter, redescendre, monter, redescendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal analogique. C'est tout ce qui est capteur de température et autres. Et ensuite, on aura un signal numérique. Donc le signal numérique, eh ben, ça marche pas comme ça. Le signal numérique, c'est 0, 5 volts, 0, 5 volts, 0, 5 volts, 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle un signal numérique. Donc les signaux numériques, hein, c'est tout simplement des 1 et des 0. C'est ce qu'on veut en informatique. Tout le langage informatique est transformé en langage binaire, parce que seul le langage binaire est compris par les processeurs, les microcontrôleurs et tout ce qui est CPU et autres. C'est tout du langage binaire, c'est des 0 et des 1. Donc tous ces signaux analogiques, à un moment ou à un autre, sont tous convertis en signaux numériques. Si on les envoie direct par les pins en signaux numériques, il n'y a pas besoin de faire de conversion, mais dans le cadre d'un signal analogique, eh bien, il nous faut un convertisseur analogique vers numérique qui se trouve à l'intérieur du microcontrôleur, donc à l'intérieur de la Megasquirt, et qui change le signal 0,5 volts en 1 et en 0. Voilà. Alors j'espère, comme d'hab, que mes gribouillis vous ont plu. La semaine prochaine, ou quand je pourrai, je vous ferai la métrologie sur le moteur que j'ai démonté la semaine dernière. Donc je vous ferai la métrologie, on verra si tout est bon et si on peut remettre ça en état. J'ai tout le matériel qu'il faut là pour pouvoir faire la métrologie, à part celle du vilebrequin, parce que je n'ai pas de support en V. Si quelqu'un sait où je peux me procurer une paire de supports en V avec un marbre, donc un marbre de métrologie, parce que j'arrête pas de dire métronomie. La métronomie, c'est les trucs qui font comme ça pour la musique. La métrologie, c'est des instruments de mesure, hein, c'est des trucs comme ça pour faire des mesures. Donc si quelqu'un a un marbre qui traîne
avec une paire de cales en V pour contrôler les vilebrequins, qu'il me laisse un message via mon site internet ou sur YouTube. Donc je cherche ça depuis un moment, j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà. Donc si cette petite vidéo sur les capteurs et sur toutes ces choses là vous a plu, comme d'habitude, hein, vous mettez des pouces vers le haut. Si ça vous a pas plu, vous mettez des pouces vers le bas, vous avez le droit. Abonnez-vous hein, pour la suite de toutes ces choses là. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça sert à être mieux référencé sur YouTube, ça m'aide beaucoup. Hein. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.